La dissolution des soulèvements de la terre, c'est officiel depuis cette semaine. Dissolution prononcée en Conseil des ministres mercredi dernier. Bonjour Clément Viktorovitch. Bonjour. Entre les lignes, avec vous comme chaque dimanche, cette décision à propos des soulèvements de la terre, eh bien, d'après vous, c'est le signe d'une tendance à la criminalisation des luttes politiques. Oui, et c'est donc fait. Gérald Darmanin l'avait annoncé en grande pompe il y a 3 mois. Les soulèvements de la terre ont finalement été dissous par décret lors du dernier Conseil des ministres. 3 mois de tergiversation qui s'expliquent par le fait que le dossier était en fait juridiquement compliqué. Les soulèvements de la terre, ça n'est pas une association avec des statuts, un bureau, un objet social. C'est un mouvement gazeux, une structure horizontale, sans chef mais avec des porte-paroles, sans existence juridique, mais avec une identité propre. Mais alors, justement, est-ce qu'on peut dissoudre en pratique un tel objet ? Alors, potentiellement, oui, parce que les soulèvements de la terre, ça n'est pas seulement un réseau d'associations qui existait auparavant, c'est aussi une véritable organisation que de nombreuses personnes ont choisi de rejoindre spécifiquement, qui a essaimé localement de multiples relais. Tout ça, a priori, ça peut être en effet dissous. Mais ensuite, est-ce réellement la fin de l'expérience initiée par les soulèvements de la terre, ou bien va-t-on voir le mouvement se reconstituer sous une forme ou sous une autre ? Une partie des activistes choisiront-ils et choisiront-elles même au contraire de basculer vers des formes plus souterraines et potentiellement plus illégales de contestation ? Les exemples passés nous montrent en tout cas qu'une dissolution administrative parvient rarement à étouffer l'expression des aspirations profondes d'une partie de la population. Oui, donc on voit bien que c'est difficile finalement de savoir si cette dissolution sera efficace. On peut se demander si elle est légitime. Gérald Darmanin met en avant la violence des soulèvements de la terre qu'il accuse d'écoterrorisme. Bon, là, on rentre dans le dur du sujet. Écoterrorisme, c'est en effet le mot employé par Gérald Darmanin en octobre dernier après la mobilisation à Sainte-Soline. Un terme totalement outrancier. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais tous les universitaires qui ont travaillé sur la question. Isabelle Sommier, professeure à l'université Paris 1, spécialiste de la violence politique. Sylvie Olitro, directrice de recherche au CNRS, spécialiste du militantisme écologique. Cyril Brett, auteur du livre nommé « Qu'est-ce que le terrorisme ?» Tous et toutes estiment qu'aucune définition juridique sérieuse du terrorisme ne s'applique de près ou de loin au soulèvement de la terre. Nous sommes dans le pur abus de langage, l'utilisation de l'accusation la plus abominable qui soit, dans le seul but de stigmatiser un mouvement politique. Mais en même temps, Clément, vous n'êtes pas dupe, ça fait partie du jeu politique, non ? Oui, c'est vrai, à ceci près que cette dérive sémantique, il faut bien l'appeler comme ça, elle entraîne désormais des conséquences judiciaire. Lundi 5 juin, 15 personnes proches des soulèvements de la terre ont été placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées d'avoir participé en décembre dernier à une action contre une cimenterie Lafarge. Tout le problème, c'est que ces personnes ont été arrêtées par la SDAT, la sous-direction antiterroriste. Toutes sont ressorties libres, mais certaines gardes à vue ont duré 96 heures au lieu des 24 ou 48 heures habituelles. 4 jours de garde à vue et le même scénario s'est répété mardi dernier. 7 autres militantes et militants ont été arrêtés par l'antiterrorisme. Les mots du ministre de l'Intérieur, on le voit, n'avaient absolument rien d'anodin. Est-ce que vous décrivez là alors comme une dérive ? Ça s'est déjà vu ? Alors oui, justement, oui, ça n'est pas la première fois, loin s'en faut, que des dispositions prévues pour lutter contre le terrorisme sont utilisées contre un mouvement écologiste. En novembre 2015, quelques semaines après que l'état d'urgence ait été décrété à la suite des attentats, le même état d'urgence était utilisé par le gouvernement pour assigner des militants écologistes à résidence afin qu'ils ne viennent pas troubler les négociations climatiques. François Hollande lui-même l'a reconnu explicitement dans « Un président ne devrait pas dire ça », je le cite, « C'est vrai, l'état d'urgence nous a servi à sécuriser la COP21 ». Mais est-ce que c'est critiquable en soi ? Écoutez, en 2017, 6 chercheurs, en collaboration avec le Défenseur des droits, ont étudié les mesures prises justement dans le cadre de l'état d'urgence. Ils montrent non seulement que les militants écologistes ont en effet été particulièrement ciblés, mais surtout que dans la plupart des cas, le juge administratif n'a pas été en mesure de contrôler que les libertés publiques soient bien respectées. Leurs conclusions sont terribles. Je les cite, « L'état d'urgence est de nature à encourager le développement d'un état de police. » Et qu'on ne s'y trompe pas. Depuis, ces dispositifs d'exception ont en fait été renforcés par 3 nouvelles lois antiterroristes votées par Emmanuel Macron.
que nous autres, citoyennes et citoyens, acceptions de concéder une partie de nos garanties de liberté pour lutter contre le terrorisme, contre la barbarie, nous pourrions déjà en discuter. Mais que les mêmes dispositifs soient utilisés aujourd'hui pour criminaliser des luttes politiques, c'est une dérive qui, je crois, devrait toutes et tous nous inquiéter. C'est bien votre regard entre les lignes. Merci Clément Viktorovitch. Rendez-vous à retrouver tous les week-ends sur franceinfo.fr. À dimanche prochain.